Salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Ce n'est un secret pour personne, l'humain se fait la guerre depuis les tout débuts de son existence. C'est d'ailleurs triste quand on y pense qu'une seule et unique race arrive à se détester elle-même pour des raisons telles que les ressources, les religions ou encore l'argent. Depuis toujours, la guerre nous inflige bien des horreurs, mais heureusement il arrive que certains guerriers commettent des actes dignes des plus grands des héros, ou plutôt devrais-je dire guerrières, car je trouve qu'il subsiste une certaine inégalité historique quant à la mise en avant de certaines femmes qui ont marqué l'histoire de leur patrie. Alors sans plus attendre, voici 10 guerrières héroïques et légendaires à travers les âges. Et pour commencer cet épisode, nous allons nous diriger vers le Japon et faire un bond en arrière jusqu'au XIIIe siècle après JC. À cette époque, le Japon est une dictature militaire féodale dirigée par un shogun. La politique intérieure est dominée par plusieurs clans, dont les Fujiwara, les Minamoto, les Takibana, les Taira et j'en passe. Tous ces clans sont composés de plusieurs familles de guerriers. L'une d'entre elles, la famille Jo, appartient au clan Taira. Le chef de la famille, Jo Sukekuni, a élevé sa fille cadette Angaku Kozen, afin qu'elle devienne une samouraï ou plus exactement une Nona Bugeisha, une femme combattante appartenant à la haute société japonaise. Elle se forge alors une solide réputation dans la maîtrise du maniement du naginata. Âgée d'une vingtaine d'années à peine, Angaku se verra remettre la responsabilité d'une place forte ainsi que d'une garnison de 3000 soldats. Peu de temps après, ils subissent une attaque d'un clan rival. Ce ne sont pas moins de 10 000 hommes qui prennent d'assaut le fort dont la défense est assurée par la jeune Angaku. Forte de son enseignement militaire et spirituel, elle se battra sans relâche et fait de nombreuses victimes dans le clan adverse. Malheureusement, ses talents de guerrière ne suffiront pas. Un archer ennemi la touche d'une de ses flèches qui lui transpercera l'épaule. Angaku est alors capturée et emmenée devant le shogun Minamoto no Yori qui lui laissera la vie et la donnera en épouse à un membre de clan rival. Une bien triste fin pour cette jeune femme aussi courageuse que redoutable. Changement de continent et d'époque et direction le Nigeria du XVIe siècle. Le pays est alors subdivisé en plusieurs cités-états dont l'une d'elles se nomme Zazaou, dirigée par la reine Bakwa Turunku et sa fille la princesse Amina. Dès son plus jeune âge, elle suit une éducation militaire grâce à laquelle la princesse développera de grands talents de guerrière. Une fois devenue adulte, sa mère lui donne la tâche de conquérir de nouveaux territoires autour de la cité de Zazaou et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle accomplira sa mission avec succès. En effet, la jeune femme à la tête d'une puissante armée asservira de nombreuses villes qui tomberont alors sous le gouvernement de la cité de Zazaou. Grâce à cette rapide expansion, le royaume grandissant deviendra alors la plaque tournante du commerce transsaharien. Elle a donc joué un rôle majeur dans l'histoire de l'actuel Nigeria, et pour la petite anecdote, Amina aurait servi de modèle pour un personnage de série bien connu, Xena la guerrière. Et on passe à la suivante de ces redoutables demoiselles. Deborah Samson, une chose est sûre, c'est qu'elle avait vraiment envie de se battre. Nous sommes au XVIIIe siècle en pleine guerre d'indépendance des États-Unis. Deborah Samson est une modeste jeune femme de 22 ans qui avait un goût certain pour la vie militaire et ne souhaitant qu'une chose, c'était de servir dans l'armée continentale en guerre contre l'armée de l'Empire britannique. Malheureusement pour elle, à l'époque, le métier de soldat n'était réservé qu'aux hommes. Mais Deborah Samson n'était pas du genre à se décourager, elle s'est alors tout simplement déguisée en homme et s'est fait engager sous le nom de Robert Shirtliff. Elle portera ce nom pendant les 17 mois de son service sans qu'aucun de ses frères d'armes n'ait le moindre soupçon, sauf cette fois où Deborah fut soignée par un médecin qui ne mit pas beaucoup de temps pour se rendre compte de l'anatomie légèrement différente de ce qu'il pouvait voir habituellement. Le brave homme a gardé le secret jusqu'à la fin du service de la jeune femme qui eut par après une vie tout à fait normale. Elle s'est mariée avec un fermier et cette union a donné naissance à 3 enfants. Morale de cette histoire, quand on veut, on peut. Et nous voici en France, fin du XVe siècle. Le royaume français a gagné la guerre contre les Anglais, mais est toujours en conflit avec plusieurs duchés qui fonctionnent quasiment de manière indépendante. L'un d'entre eux, le duché de Bourgogne, est dirigé par Charles le Téméraire, qui n'hésita pas à accuser le roi Louis XI d'avoir tué son propre frère qui était alors le duc de Guyenne. En représailles, le duc de Bourgogne, à la tête d'une armée de 80 000 hommes, se mit en route vers Beauvais, qui se mit aussitôt en état de siège. Malheureusement, la garnison était absente, la ville était alors sans défense, mais c'était sans compter le courage et la vaillance de la population qui n'a pas hésité à prendre les armes et prendre position sur les remparts de la ville. Et parmi eux, Jeanne l'aînée, une jeune fille de 16 ans qui aurait arraché des mains l'étendard de Bourgogne d'un soldat ennemi qui s'était introduit par une brèche. Jeanne lui aurait ensuite asséné un coup de hachette. Ce geste héroïque qui est à l'origine de son surnom, Jeanne Hachette, lui a valu une statue dans la cité de Beauvais qui organise chaque année des défilés en costume d'époque en mémoire de la jeune fille.
Nous restons sur les terres européennes, mais nous changeons de pays, c'est en Espagne que nous allons faire connaissance avec la prochaine guerrière. Nous sommes en 1589, la ville de la Corogne est assiégée par des troupes anglaises menées par le corsaire Francis Drake. Une partie de la cité est déjà tombée aux mains de l'ennemi, mais l'armée et le peuple espagnol ne perdent pas courage. Parmi eux, un capitaine un petit peu trop exposé se prend une flèche en pleine tête sous les yeux de son épouse, Maria Pita. Y est-ce du courage, du désespoir ou de la rage, ou un petit peu tout à la fois, mais la jeune veuve espagnole s'empare alors d'une lance et fonce vers un porte-drapeau anglais, lui assène un coup fatal et lui arrache des mains l'étendard de l'Angleterre. Un geste symbolique qui a redonné courage aux lignes de défense espagnoles qui ont pu repousser les assauts ennemis. Après la bataille, Maria Pita fut présentée devant le roi d'Espagne Philippe II, qui lui accorda tous les honneurs ainsi qu'une pension militaire jusqu'à la fin de sa vie. Une statue à son effigie a également été dressée dans le centre de la ville. Changement de continent et d'époque, nous sommes en Afrique du Nord au 7e siècle après JC. L'expansion islamique progresse et une partie de la population berbère ne se laisse pas faire. L'une de leurs dirigeants est la reine Dia, surnommée par ses opposants Al-Karina, qu'on pourrait traduire par sorcière ou magicienne. À l'époque, les berbères étaient sous contrôle de Carthage, mais tout changea lorsque la célèbre cité fut prise par les forces armées musulmanes. Face à ces événements, la reine Dia réagit rapidement et fit appel à plusieurs tribus berbères pour ne former qu'une seule et unique force face à l'ennemi. Grâce à ses facultés de leader et de stratège, elle réussit à faire de plusieurs tribus une force militaire organisée et disciplinée. C'est grâce à cela qu'elle put déjouer l'attaque massive du général Hassan. La défaite fut si cuisante que le commando ennemi a dû rappeler le peu de troupes qui lui restaient et se désengager du combat. Pendant plusieurs années, la reine Dia et ses peuples réunis ont pu construire ce qui aurait pu devenir une nouvelle nation, sauf que l'envie de domination des musulmans était toujours bien présente. Le général Hassan est revenu à la charge avec une armée bien plus puissante et a fini par remporter le combat face à la reine Dia qui aurait été retrouvée morte sur le champ de bataille, épée à la main. Vous l'aurez compris, la mort de la reine berbère a signifié la fin d'une époque pour une grande partie de l'Afrique du Nord. Et le voyage n'est pas encore fini, c'est vers la Pologne qu'on va se diriger et on change aussi d'époque car les événements qui suivent débutent en 1830, une année riche en révolution et la Pologne en fait partie. Peu après que le peuple polonais réussit à destituer le tsar russe Nicolas Ier, la révolte s'étend vers d'autres territoires anciennement polonais qui ont été rattachés à l'Empire russe. Et l'une de ces régions fut ardemment défendue par la jeune comtesse polonaise Emilie Plater. Elle réussit à s'imposer facilement en tant que leader et rassembla une troupe de plusieurs centaines d'hommes et de cavaliers pour défendre les territoires polonais et lituaniens contre les forces armées impériales de Russie. Face à son courage et ses qualités de commandant, le général polonais Dezydery Szlapowski la nomme capitaine et la place aux commandes de régiment. Après plusieurs victoires, la jeune Émilie essuie une cuisante défaite en Lituanie. Elle décide alors de quitter l'armée et malheureusement, quelques mois plus tard, une terrible fièvre lui sera fatale. Ses nombreux actes de bravoure font qu'elle bénéficie aujourd'hui d'un statut de héros national en Pologne, en Biélorussie ainsi qu'en Lituanie. Bien avant sa colonisation par l'Europe, l'Amérique du Nord était peuplée par de nombreux peuples différents et parmi eux on peut trouver les Yakama. Tout comme la plupart des autres natifs américains, ils vivaient de leur chasse et de leur cueillette, mais c'était aussi un peuple de guerriers qui n'était pas du genre à se laisser faire. En 1858 éclate une bataille entre l'armée américaine et plusieurs peuples natifs, dont les Yakama, qui seront dirigés par le chef Kamyakin. Il est accompagné par l'une de ses épouses, Kolesta, qui n'a pas demandé son reste lorsqu'elle a su que les terres sur lesquelles son peuple était né allaient être envahies par des étrangers. Équipés d'armes primitives taillées dans la pierre, les natifs n'auront bien sûr aucune chance devant les armes à feu de l'armée américaine qui feront de nombreuses victimes. Parmi elles, le chef Kamyakin, mais la présence de son épouse lui sauvera la vie, elle le traînera hors du champ de bataille et usera de ses talents de guérisseuse pour soigner ses blessures. Ce massacre, baptisé la bataille des 4 lacs, fut, comme beaucoup d'autres, la cause de nombreuses pertes du côté des natifs américains qui ont comptabilisé plusieurs centaines de morts alors que l'armée US n'en ont déploré qu'un seul lors de la bataille des 4 lacs. Et oui, il y a du dossier pas très joli dans le entre guillemets glorieux passé des États-Unis d'Amérique. Le Japon du XVIe siècle était le théâtre de nombreux conflits entre les différents clans qui avaient, pour la plupart, une soif insatiable d'étendre leur territoire. Tout comme en Europe, la prise de château signifiait généralement la victoire et la conquête de l'ennemi, mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour Ishida Mitsunari qui était alors accompagné de 20 000 hommes pour prendre le château d'Oshi qui était défendu par Narita Ujinaga du clan Go-Ojo et de sa fille Ka-Hime. La stratégie d'Ishida était de dévier le cours de la rivière proche pour inonder le château et forcer le père et sa fille à se rendre. Peu après avoir commencé les travaux de déviation, les forces d'Ishida sont prises par surprise par Narita Ujinaga, sa fille et leurs soldats qui les tuent presque tous. Ishida Mitsunari arrive à s'échapper avec quelques
épisode est survivant, mais ce n'était pas au goût de Kahime, réputée pour sa grande beauté, mais surtout pour être une guerrière au tempérament de feu. Elle prend donc son cheval et mobilise une troupe de 200 hommes, mais Shida reçoit des renforts, ce qui oblige Kahime à se replier et rejoindre le château. Malheureusement, durant son absence, les alliés d'Ishida ont réussi à venir à bout des redoutables défenses du château d'Oshi. Elle et son père décident de se rendre afin d'éviter un massacre de la population. En échange de cette démonstration d'allégeance, ils recevront la protection du gouverneur de la province. Ce qui suit est plus une légende qu'un véritable récit historique. Nous sommes en Chine au 5e siècle après J.C. Un vieux général vit avec sa fille Hua Mulan, qu'il a élevée comme une véritable combattante, telle est la tradition à l'époque pour les officiers. C'est alors que ce dernier reçoit l'ordre de rejoindre la guerre qui oppose le royaume contre les tribus du Nord. Mais Mulan, voyant son père vieillissant, s'oppose au départ de son paternel et décide alors de se déguiser en homme et prendre la place de son père sur le champ de bataille. Pendant les 12 années de guerre, personne ne s'est rendu compte que Mulan était une femme. Après les conflits, elle a simplement rejoint son père pour reprendre une vie normale. Mais l'empereur apprit un petit peu plus tard que l'officier Mulan était en fait une femme. Il a eu vent de ses exploits durant la guerre, ce qui lui donna envie de faire de Mulan l'une de ses concubines. Mulan refuse alors une fois, et puis deux, et puis trois, et puis, face à l'acharnement de l'empereur, la fille qui était alors capable de se battre comme un général décide de mettre fin à ses jours à l'aide de sa propre épée. Une bien triste fin pour cette guerrière légendaire qui est, comme vous pouvez vous en douter, la source d'inspiration du dessin animé Disney du même nom. Et c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas faites-moi plaisir et n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire et surtout l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne, il y a une page Tipeee à votre disposition. Moi je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo, alors en attendant prenez soin de vous les amis, ciao.